Bonjour à toutes et à tous. Des centaines de coureurs se donnent rendez-vous du 16 au 19 juillet pour participer à la 14e édition de l'UT4M à avaler kilomètres et dénivelé de l'Ultra-Tour des 4 massifs autour de Grenoble, Vercors, Taillefer, Beldon et Oison. C'est dur, mais c'est beau. C'est ce que va nous dire Yves Martineux, directeur de course et cofondateur de l'UT4M. Yves Martineux, bonjour. Bonjour Marie-Caroline. Le sous-titre de l'UT4M, c'est là où la magie se produit. Est-ce que vous êtes un magicien qui accepte de dévoiler quelques-uns de ces trucs? Alors oui, je vais dévoiler les trucs. Bon, ça tourne bien, on est là pour ça. Et l'UT4M, c'est pas une course, mais des courses dans les massifs isérois. Est-ce que vous pouvez nous en citer, si ce n'est toutes, au moins quelques-unes? Oui, alors on va commencer par la course phare qui est le 180 extrême, qui fait le tour des 4 massifs. C'est pour ça qu'on a créé cet événement. C'est un ultra-trail. La distance est ce qu'on appelle 100 miles, donc 160 ou plus. On a 11 500 mètres de dénivelé, ce qui est pas mal quand même. C'est une course qui est recherchée pour sa difficulté. Et puis sur le même tracé, on a plusieurs courses. On va commencer par les challenges. Ce sont des courses par étapes. La possibilité de courir un massif chaque jour, pour soit la distance de 180 ou le 80 challenge avec des courses de 20 km tous les jours. Et on a bien sûr des 40, 50, on appelle ça des marathons pour englober la distance de 40 ou de 50 sur les différents massifs et des 20 km. La course, je vais peut-être donner les dates, commence le 16 juillet de cette année et se finira le dimanche, place Victor Hugo. Ça dépend entre quelle heure et quelle heure? Alors, entre la nuit et les premiers vont arriver, on espère, aux alentours de samedi 1h de l'après-midi. Et la course est censée se clore à 19h. Il y a aussi une rando? On a aussi une randonnée, donc ça c'est pour permettre à des randonneurs, des gens qui sont exclusivement randonneurs. Des gens comme moi qui ne courent pas, quoi. Par exemple, et vous êtes la bienvenue, de participer à la fête de l'UT4M. C'est un départ au col de Vence pour une arrivée place Victor Hugo. Quelle est la course qui a le plus de succès? Alors, celles qui ont le plus de succès, ce sont le 100 Master. Il s'est rempli extrêmement rapidement. Beldon aussi est très recherché, que ce soit sur le format 50 ou sur le format 20. Et puis aussi le 80 Challenge est une course qui maintenant est complète. On va parler un petit peu de ce challenge, une course que le monde entier vous envie. Expliquez-nous le principe. Alors, le principe, c'est de pouvoir courir tous les jours, 2 jours. Il n'y a pas de portion de nuit, si ce n'est pour le 80 Challenge, je vais revenir là-dessus. Et puis d'enchaîner tous les jours ce type d'effort, ce qui est assez exigeant parce que c'est... On peut penser que c'est plus simple de revenir dormir à la maison, tranquille, dans son lit, de prendre une douche, etc. Mais après, on est plus chaud, il faut se remettre dans l'effort. Il y a ça. Il y a aussi le fait que probablement les coureurs, en fait, se sont beaucoup donnés entre guillemets, d'un jour à l'autre, et que petit à petit, la fatigue s'accumule, alors que quand on fait les choses d'une traite, en fait, bien sûr, il y a de la fatigue, mais on est dans l'élan de l'effort, et concentré, on va dire, sur cet effort, probablement. Ce sont des choses qui ont été étudiées dans le cadre... Documentées sur notre course, pour faire le comparatif entre les 2 types d'épreuves sur la même distance, le 180. Et on avait démontré que l'impact physique, ce n'est pas nous qui l'avions démontré, ce sont des scientifiques, l'impact physique était plus important en fait sur le challenge. Est-ce que des vainqueurs du 160 challenge ou du 80 challenge, du 80 pas challenge justement, se sont essayés et ont eux-mêmes dit ah ouais, le challenge c'est une autre paire de manches? Alors, de mémoire, non. Mais il faut leur lancer le défi. Peut-être. Mais par contre, on a eu des participants qui étaient très bien classés au général, à la fin, qui ont brillé sur d'autres courses après avoir fait le challenge. Vous proposez également une épreuve inclusive.
Alors ça, c'est une nouveauté depuis l'année dernière. On a décidé d'inviter en fait les coureurs qui sont en situation de handicap à parcourir en fait les sentiers de l'UT4M. Et là, on va parler de handicap debout, de sport adapté. Donc des gens qui sont capables de se mouvoir sur leurs deux jambes, qu'elles soient appareillées ou pas. Et puis des gens qui peuvent avoir d'autres types de difficultés, qui sont capables donc de marcher. C'est pas une petite épreuve parce que c'est quand même systématiquement sur des montées. Donc l'année dernière, on était parti de Lafré pour aller jusqu'à la Morte, l'Alpe du Grand Serre. Et cette année, on part de Cessin pour arriver à Saint-Nizier. Donc chaque fois, ce sont des parcours qui font entre 800 et 1000 mètres de dénivelé. Donc c'est très exigeant, sur des distances de 11 km à peu près. Donc on voit que c'est quand même pas une petite balade. Mais ceci étant dit, c'est à l'image de l'UT4M, c'est-à-dire quelque chose sur lequel, comment dire, il y a un engagement sportif indéniable. Et ça permet à ces sportifs-là de participer. Et puis aussi, on ouvre cette épreuve aux équipages de Joëlette. Là, on en a vu une tout à l'heure. D'accord. Et le principe est d'ouvrir aussi à ces personnes-là qui, elles, sont, comment dirais-je, accompagnées par des sportifs là aussi, à parcourir ces sentiers. Et je pense qu'ils apprécient tous. Enfin, l'année dernière, les retours qui nous avaient été faits par les participants étaient vraiment dithyrambiques. Ils étaient contents de ce qu'ils avaient vécu. Est-ce qu'il y a des nouveautés dans l'UT4M 2026 ? Alors, oui, il y en a une qui est importante, c'est-à-dire qu'on va déplacer l'arrivée du 50 Beldon. Et là, je pense que les coureurs vont nous chérir parce qu'ils n'auront pas à traverser la vallée du Grésivaudan pour arriver à Saint-Nazaire-les-Ems, puisqu'on a avancé l'arrivée du 50 Beldon au Versou, sur le site de Moving Arena, qui nous accueille. Ils sont partenaires de l'UT4M. Et nous avons cette arrivée qui est sur ce site-là. Il va y avoir la fête, en fait. Parce qu'il y a des animations pour les coureurs, il y a évidemment des animations pour leur famille, tous les gens qui veulent venir encourager les participants. Alors, il y a le village à la halle Clémenceau, ça c'est plus pour les coureurs. Et puis, place Victor Hugo. Qu'est-ce qui va se passer, place Victor Hugo ? Ce sera surtout les 2 derniers jours ? Alors ça va être, oui, la fête sur la place Victor Hugo va commencer le samedi après-midi. Il va y avoir des animations pour les familles avec des jeux, du biathlon laser, un mur interactif. Il va y avoir des jeux en bois en fait qui vont être disséminés sur la place. Et puis des animations musicales, batucada, et aussi une fanfare. Puis rien que de voir les coureurs qui arrivent place Victor Hugo, c'est déjà... Bien sûr. Alors, rien que pour eux, ils sentent que la fête arrive quand ils commencent à redescendre de la Bastille. C'est avec les escaliers, les fameuses marches il ne faut pas tomber. C'est le dernier relais. Oui, les marches, elles sont faciles à descendre à cet endroit-là. Celle-là, elles glissent pas trop. On passe pas par le jardin. Mais oui. Je pense que les coureurs, quand ils arrivent à la Bastille, qu'ils voient Grenoble, ils se disent « Ouf, c'est fini ». C'est pas totalement fini. Il y a encore quelques kilomètres à parcourir. Il faut rester concentré. Et traverser Grenoble, et avec tout le public qui est dans Grenoble pour aussi les applaudir. Alors, les participants vont traverser des massifs incroyables, des paysages complètement fous. Un point sur lequel vous voulez insister, c'est bien la montagne qui accueille tous ces coureurs. Oui, pas l'inverse. Il faut être tout à fait conscient que la montagne ne nous appartient pas et que c'est un espace que l'on visite, pour lequel on est invité, en fait, sur lequel on est invité et que l'on doit respecter. Et on doit respecter aussi les autres personnes qui sont eux-mêmes pratiquants de la montagne, qui sont des personnes qui travaillent, comme les alpagistes et toutes ces personnes qui sont dans la montagne en même temps que nous. Et eux, c'est pour en vivre. Et voilà, ça fait partie des choses... Comment vous faites pour instiguer ce partage de la montagne, de la nature? Vous discutez justement avec les fédérations des alpages et après, oui. Il y a des consignes particulières pour les coureurs? Vous leur dites ne sortez pas du sentier, etc. Oui, alors il y a des choses qui sont mentionnées dans le roadbook, par exemple, et sur lesquelles on insiste quand on fait des séances de briefing aux coureurs avant les courses. Et puis, il y a de la communication sur notre site.
Et nous-mêmes, on les a invités, par exemple, très récemment à participer à ce qui s'appelle les montées de sel, qui sont un événement qui a été imaginé par le projet Au-delà du trail de l'Échappée Belle, qui nous a invités à y participer. On y a participé le week-end dernier en montant du sel. On était à peu près 50 marcheurs-coureurs à être présents là, tous des bénévoles des différentes organisations qui ont été invités. Ça nous a permis de rencontrer les gens qui travaillent sur les alpages, les éleveurs, les bergers, de discuter avec eux. On a rencontré aussi un représentant de la Fédération des alpages de l'Isère qui nous a expliqué aussi des points qui sont importants quand on rencontre les troupeaux en termes de comportement vis-à-vis des chiens de garde, ce qu'on appelle les patous, et aussi les troupeaux, parce que ce sont des êtres vivants qui n'ont pas les mêmes habitudes que les nôtres, qui ne sont pas alors je ne dirais pas en collant pipette, mais en short pipette, et au moment de traverser si on est obligé de traverser ces troupeaux, il y a des comportements à avoir, etc., etc. Ça, plus aussi le côté respect de l'environnement au sens biodiversité, ce sont des éléments importants. Le respect du parcours. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand un coureur va couper un virage, par exemple, et s'il est suivi par d'autres coureurs, il est en train de laisser une trace qui risque d'être suivie par d'autres randonneurs. Et petit à petit, la montagne, à cet endroit-là, le terrain va se dégrader. On va perdre un espace de biodiversité aussi bien végétal qu'animal. Je pense aux insectes, plus exactement. Ça, c'est des choses auxquelles on demande aux coureurs d'être très attentifs. De notre observation sur l'épreuve, on n'a pas de souci. Mais après, il faut garder ce comportement aussi quand on va courir tout seul. Oui, voilà, c'est ça. Et puis même avoir intégré ça en termes de comportement pour le partager avec d'autres pratiquants de la montagne, dans leur famille, dans leurs amis, les gens qu'ils peuvent rencontrer, quoi. Alors évidemment, c'est un sport d'extérieur et on le sait, il peut faire très très chaud, une vague de chaleur, une canicule. On n'est pas à l'abri, les orages aussi. Qu'est-ce que vous mettez en place pour tout ça? Comment vous organisez avec les coureurs? Alors, il y a plusieurs sujets que vous venez de souligner. La chaleur, ça c'est un sujet qui est de plus en plus présent dans nos épreuves. Et qui nous demande d'être extrêmement attentifs parce qu'on sait qu'il peut y avoir des impacts gravissimes. On travaille beaucoup avec les secours sur la mise en place déjà d'un dispositif qui permet de soigner en cas de soucis. Et puis on essaie surtout d'être préventif dans nos instructions. Naturellement, il faut énormément s'hydrater, être très attentif à l'impact de la chaleur et aux signes avant-coureurs ce qu'on appelle un coup de chaleur, pour pouvoir justement ne pas aller au bout de ce problème-là, s'arrêter, boire, et même si on n'est vraiment pas bien, demander à un concurrent qui passerait à côté de nous de contacter les secours ou les contacter directement en disant « je ne me sens pas bien » et les secours iront sur Ça site. vous arrive de tomber sur des coureurs qui disent « non mais moi je veux être finisher ». Je veux absolument continuer, puis leur dire non, là, il faut que tu t'arrêtes. On décide que tu t'arrêtes. Ça peut arriver, oui. C'est arrivé et ça peut, bien sûr, sur toutes les courses, en fait. Et puis évidemment, quand on court, un des ennemis, c'est aussi le poids. Et sur le roadbook, vous précisez que les coureurs doivent partir avec au moins 2 litres d'eau et ils n'ont pas toujours envie. Alors ça, c'est un vrai sujet. Qui touche surtout les coureurs de petite distance sur le 20 km. On impose cette quantité d'eau même sur les 20 km parce qu'on n'est jamais à l'abri d'une erreur, par exemple, sur un parcours. Se détourner du sentier, même si normalement on est très bien balisé, mais il y a beaucoup de courses dans la montagne, beaucoup d'épreuves de l'UT4M et on peut se tromper de balisage et devoir faire un aller-retour de plusieurs kilomètres peut être pénalisant en termes d'eau. Et si on a sous-estimé la quantité d'eau qui est nécessaire pour rallier l'arrivée, on va être en grande difficulté. Et on a des témoignages de coureurs qui se sont trouvés dans ces situations et qui nous ont dit « heureusement que j'avais suivi vos recommandations et pris les 2 litres parce que
à 2-3 km de l'arrivée, je n'avais plus d'eau. Les coureurs, vous les chouchoutez aussi. Il y a donc les ravitaillements, il y a aussi des étapes massage. Tout ça est très, très carré. Il y a un PC comme presque un PC de crise pour suivre la course? Alors, oui, il y a un PC course. Enfin, on est hébergé, on a la chance d'être hébergé dans le lycée Champollion à côté de la place Victor Hugo. Et là, on a 2 PC essentiels qui sont les secours et le PC course. Le PC course est là pour suivre les coureurs et s'assurer que tous les coureurs vont rallier l'arrivée d'une façon ou d'une autre, hein, s'ils abandonnent. On devrait pouvoir voir quelques images de ces coulisses. Mais allez-y, je vous en prie. Et donc, ce PC va se réunir régulièrement pour prendre des décisions en fonction de l'évolution de soit la météo, soit de l'état du terrain, qui peut être dégradé pour différentes raisons, parce que la veille il y a eu une pluie, le chemin est devenu glissant, ben voilà. Alors ça, ce sont des images qui datent un petit peu, parce qu'il y avait encore le précédent directeur, mais en tout cas c'est le principe. C'est le principe, et on se retrouve, les deux salles PC course et PC secours sont l'une à côté de l'autre à Champollion, ce qui nous permet d'avoir des interactions immédiates en cas de souci. On le disait, l'importance des bénévoles, il y en a combien sur ces courses? Alors, au total, on essaie d'avoir de l'ordre de 750 bénévoles. Jusqu'à la dernière minute, on essaie de les recruter. Donc, il y a toujours de la place pour ceux qui veulent venir. Alors, la question philo ou SM, éloigner les enfants du poste, est-ce que le plaisir est aussi dans la souffrance? Alors, en tant qu'ancien pratiquant, pas toujours, mais il y a une grande satisfaction à être allé jusqu'au bout. Et ça fait partie des choses, je pense, que les coureurs recherchent tous. Et nous, on essaie de leur offrir cette possibilité dans les meilleures conditions d'accueil. On parlait des ravitaillements, on parlait des masseurs qui sont sur plusieurs postes. Et surtout l'accueil qui est prodigué par les bénévoles, parce que sans eux, sans leur sourire, sans leurs encouragements, je ne suis pas sûr que les coureurs seraient capables d'aller jusqu'au bout. Et les coureurs, ils sont combien environ? On n'a pas dit. Ah ben, on attend 4300 coureurs. Donc il faut bien au moins 750-800 bénévoles. Ah oui, surtout que ces coureurs sont répartis sur 180 km. Pas à l'instant T, mais voilà, ils sont sur tous les massifs et il faut beaucoup de bénévoles sur plein de postes, bien sûr les postes de ravitaillement, mais on a une fonction qui est essentielle dans notre organisation qu'on appelle la fonction logistique. C'est cette équipe-là qui va alimenter les ravitaillements en matériel, en nourriture et les réalimenter si besoin, en particulier en eau s'il manque de l'eau ou ce genre de choses, et aussi les coureurs ont été plus gourmands que ce qu'on avait estimé. Et c'est une grosse équipe, par exemple, qui tourne jour et nuit, qui tourne pour aller sur les postes du mercredi jusqu'au dimanche soir, voire le lundi pour aller chercher du matériel qu'il faut ramener dans nos locaux, mais qui sont en place dès 10 jours avant jusqu'à 5-6 jours après l'événement. Merci beaucoup Yves. Merci à vous. On le rappelle, l'UT4M, c'est du 16 au 19 juillet. Et même si vous ne courez pas, vous êtes bien sûr les bienvenus sur le parcours pour encourager les participants ou venir donner un petit coup de main. Eh ben, on vous attend.